Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 9-2 Partez, l'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. J'espère que vous allez bien et que la chasse aux œufs a été bonne aujourd'hui. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour parler de sport ce soir. Et puis je retrouve encore Adrien à mes côtés. Adrien, comment tu vas ? Ouais, ça va super, Julien. Écoute, en ce lundi de Pâques, les grands passionnés de sport sont au rendez-vous, donc. Les chocolats étaient bons, t'en as pas trop abusé ? Non, je suis resté raisonnable. Tu vois, je me suis gardé en pleine forme pour l'émission. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut, parce qu'en plus on a un gros programme comme tous les lundis. On va parler de voile, on enchaînera avec du trail et on terminera avec un petit tour d'horizon des résultats de nos clubs locaux. Et on va commencer tout de suite avec le club nautique de voile d'Aix-les-Bains et on accueille pour ça Hugo Pourret qui est directeur sportif et entraîneur au club. Bonsoir Hugo, Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Ça va. Alors Hugo, vous me disiez à l'antenne avant qu'on branche les micros et qu'on se rende direct, que vous avez un petit passé de coureur, mais pas une grande carrière. Est-ce que vous voulez quand même nous faire un petit retour là-dessus ? J'ai commencé assez tard la compétition et en fait je me suis mis à entraîner très tôt, à 18 ans. Du coup ça va faire 15 ans que j'entraîne la voile avec du coup des coureurs et puis plutôt des bons résultats en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'était important pour vous justement de transmettre un petit peu, j'imagine que c'est votre passion quand même, la voile, tout ça. J'imagine que c'est important pour vous de transmettre cette passion aux plus jeunes. Pour moi c'est très important et j'adore transmettre ma passion. Le fait de la voile c'est un sport d'extérieur, etc. Et du coup il y a toute l'histoire de la glisse, du vent, des éléments extérieurs, c'est vraiment ma passion. Et vous n'êtes pas venu tout seul, du coup ce soir vous êtes venu accompagner. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux jeunes coureurs que vous nous avez ramenés là pour parler du club et de leur performance ? C'est deux coureurs du club d'Aix. On a Luca Polgas. Ok. Et on a Sam Mallet. Ok, ça va, ils sont sages en entraînement, ils sont comment Ils sont comme là, ils sont très sages. Et vous les garçons, comment il est Hugo en entraînement ? Est-ce qu'il est plutôt sévère ? Il est plutôt bienveillant avec vous ? Comment il est au quotidien ? Je pense qu'il est vraiment très cool pour un entraîneur parce que on voit sur par exemple des déplacements qu'il y en a ils sont pas forcément très gentils avec leurs coureurs. Ouais. Et nous on a de la chance qu'il soit cool quoi. Ouais, il est pas trop sévère, ça va. C'est très bien. Alors Hugo, combien de jeunes vous entraînez ou combien de personnes vous entraînez globalement au CNVA ? Au CNVA, en fait, on a 400 adhérents au total. On a une centaine de jeunes et moi, je m'occupe d'une trentaine de coureurs. Et au total, on est 3 coachs. Ok. Et qu'est-ce que vous leur apprenez en premier à ces jeunes ? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir dès le début quand on commence la voile ou est-ce que c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme ? Alors la voile, c'est un apprentissage, surtout quand on fait de la compétition, c'est un apprentissage sur le long terme. Mais au tout début, c'est vraiment l'apprentissage de savoir utiliser le vent en fait. De savoir utiliser un élément naturel comme le vent avec notre bateau et de pouvoir du coup de jouer avec. Et ça, comment vous leur apprenez justement à comprendre le vent, peut-être aussi les courants en fonction des lieux où vous naviguez ? Alors il y a le courant, il y a le vent, et puis en fonction de là où on navigue, le vent va pas forcément être le même. Le vent sur le lac et les vents en mer est pas forcément le même. Et du coup, il y a pas mal de théories et aussi surtout beaucoup de pratiques. Ok. Et vous l'avez dit, donc vous entraînez une trentaine de coureurs. Quel résultat vous avez obtenu jusqu'à maintenant ? Il y a eu quelques années, on allait au championnat d'Europe avec Sam Mallet. Et d'autres jeunes aussi du club. Et puis après, on a eu des titres de champion de France en ILCA 4, donc sur le support que les jeunes pratiquent, qui est un support où ils sont tout seuls dessus, de 15 à 18 ans. Et puis après, on a eu des titres sur des Europa Cup, donc au niveau européen. On a eu plein de titres sur des demi-nationaux en ILCA 4, le support laser. Et en fait, on est premier club depuis 2 ans au niveau national. Et puis depuis, on a été aussi élu club sportif de l'année par la Fédération française il y a 1 an. Donc, ok. voilà. Je crois qu'Adrien a une question, vas-y. Ouais, dites-nous les gars, qu'est-ce que vous préférez vous dans votre pratique ? C'est quoi les moments les privilégiés dans ce que vous vivez dans votre passion, qui sont les plus intéressants, les plus cool à vivre ? Sur par exemple les régates, par exemple quand on sent bien le bateau, quand on a des bonnes sensations. Puis à l'entraînement aussi avec les potes, c'est cool quoi. Ok. Ouais. Et comment ça a fonctionné au niveau de votre palmarès, Sam ou Lucas, je sais pas lequel des deux veut commencer, au niveau de vos performances, qu'est-ce que ça donne jusqu'à maintenant ? Parce qu'on n'a pas, Hugo a abordé les performances globales du club, mais vous, en réalité, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Moi, je fais de la voile depuis 11 ans et j'ai d'abord navigué en optimiste. Ok.
Puis après, j'ai pas fait de grands résultats en optimisme. Et après, je suis passé en laser, Ok. où j'ai fait déjà un championnat d'Europe et 2 championnats de France, dont le dernier où j'ai fait 9e. Ok. Et après, j'ai fait 5e sur un international. Ok, oui, une belle performance quand même si tu concours déjà. Parce que vous êtes très jeune, donc vous avez 15 et 16 ans, si je dis pas de bêtises, tous les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça fait des belles performances. Comment vous faites pour performer justement déjà à cet âge-là? Est-ce que vous avez un petit secret? Est-ce que c'est un entraînement quotidien qui vous permet d'obtenir déjà des bons résultats à cet âge-là? Je pense surtout qu'on a commencé tôt la voile. Par exemple, moi j'ai commencé il y a 8 ans. Et puis après, avec l'entraînement, ça paye, quoi. Et ça fait quoi pour vous d'affronter comme ça d'autres athlètes et d'autres sportifs comme vous qui ont le même âge mais qui sont internationaux comme ça sur des super grandes compétitions? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est plutôt, je pense que ça fait de l'expérience parce que on voit par exemple le niveau d'autres nations et puis on essaye de se mettre à leur niveau pour faire les meilleures performances. Alors Hugo, vous l'avez dit, ça marche plutôt bien pour vous et Sam et Lucas l'ont dit aussi que ça fonctionne très bien. Est-ce que la Savoie, c'est un vivier de jeunes talents au niveau de la voile? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent cette discipline? Alors nous, au niveau du club, au niveau de la Savoie, il y a 2 clubs sur la Savoie et il y a à peu près une 150 de jeunes. Et après, il y a eu des jeunes qui sont sortis, qui sont moins jeunes maintenant, mais il y a eu Manuel Dien qui a fait 2-3 fois les JO en 49er et qui vient du club de Waldex. Donc il y a des talents qui sortent de la Savoie. Ok, ouais, donc c'est une belle région qui fonctionne comme vous. Est-ce que vous aussi vous avez des ambitions comme ça tous les deux, Lucas ou Sam, d'aller plus loin que le club d'Aix et peut-être participer à des compétitions comme celle que vient d'évoquer Hugo? Ouais, je pense que les JO à notre âge, c'est un rêve pour tous. Ouais, est-ce que vous y voyez peut-être pas ceux de l'année prochaine, peut-être plus tard, je sais pas comment ça fonctionne pour vous au niveau des compétitions, mais est-ce que plus tard c'est une ambition pour tous les deux, hein, déjà un petit objectif dans la tête, ou vous voulez prendre les étapes, enfin les compétitions les unes après les autres? Faut y aller au fur et à mesure, mais ouais, c'est dans la tête de tout, je pense. Ouais. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on a tous ce rêve, quoi. Ouais. Et est-ce qu'au niveau je vous entendais parler avant qu'on prenne le direct, Hugo, vous en parlez un petit peu au niveau du coût du matériel, etc. Est-ce que ça aurait pu être un frein pour vous au tout début? Est-ce que le club vous aide? Est-ce que la fédération vous aide pour les embarcations, les déplacements, etc. Pour les embarcations, c'est le club qui fournit avec l'aide de la mairie. Et sur les déplacements, c'est le club qui paye aussi. Ok. Est-ce que c'est important d'avoir une aide comme ça, Hugo, justement pour vous aider justement à se déplacer, puis pour permettre à vos jeunes de performer aussi? Ah oui, parce que la voile, c'est un sport qui coûte cher. Un laser, là, que les jeunes font, c'est un bateau qui coûte 8-9 000 euros neuf. Plus sans compter les voiles, où les voiles, en général, ils en ont 2 par saison. Et donc, une voile, c'est 500 euros, entre 500 et 600 euros, ça dépend des voiles. Donc oui, ça coûte cher. Après, on a la chance, ici en Savoie, d'avoir de l'aide et d'avoir un club qui est assez solide au niveau des reins. Du coup, qui aide les jeunes pour les voiles, le matériel, et aussi pour les déplacements. Et du coup, malgré ça, même pour les jeunes et pour les parents, enfin surtout les familles, une saison de voile chez nous, quand on fait de la compétition, on commence sur les championnats internationaux, etc. Ça coûte à peu près 2 000 euros la saison. Hors championnats internationaux, choses comme ça. Ok, ah oui, ça fait quand même un coût. Adrien, tu voulais enchaîner, je crois. Oui, dites-moi, la Savoie, c'est quand même, j'imagine, un super lieu pour pratiquer la voile. J'imagine que c'est quand même de superbes conditions et qu'on a un beau territoire pour pratiquer, pour faire de la voile. En Savoie, on a des lacs, des grands lacs, le lac du Bourget qui est vraiment très bien pour ça, avec un vent des fois qui est un peu faible, mais dans tous les cas, quand le vent est présent, c'est des superbes conditions, même en termes de clapot, on va dire, sur le lac. Pour revenir un peu plus sur les performances, ce week-end, vous me disiez juste avant que vous étiez à Martigues. Comment ça s'est passé? Sam et Lucas, vous y étiez aussi tous les deux? Ouais. Oui. Ouais, ça a bien fonctionné. Je sais pas si vous voulez prendre la parole avant Hugo. Un des deux, est-ce que vous voulez parler un petit peu de cette compétition? Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'est plutôt bien passé. Et je finis 2. Ouais, ok. Et si tu veux enchaîner? Moi, j'étais dans la catégorie d'au-dessus. Ok. Et je finis 5. Ok, ouais, donc plutôt de belles performances. Est-ce que vous étiez satisfait un petit peu de ce qu'ils ont produit, Hugo? Ah oui, ça a été un très bon championnat de Méditerranée pour les jeunes et pour le groupe en totalité, parce que en fait, le groupe est composé d'une quinzaine de jeunes. Et là, on est descendu à 10. Et dans l'ensemble, Lucas, en ILK 4, termine 2e.
Après, 4e Gaëtan, 7e Nohan, 8e Pierre, sachant que c'est des jeunes qui commencent en plus le laser depuis juste septembre. Donc c'est quand même tout nouveau pour eux. Et du coup, Sam, qui est dans la catégorie dessus en ILCA 6, qui du coup fait 5e, sachant que c'est sa première saison en ILCA 6, donc c'est plutôt encourageant pour la saison, parce que là on est dans le début de la saison où on aura les France, je sais pas, nationaux qui seront rendus en août. Donc c'est des moments où on montre que le travail du coup commence à payer et que du coup on est sur la bonne voie. D'accord. Bah, dites-nous comment ça se déroule un petit peu ces compétitions de voile. C'est quoi, on va dire, le déroulement, voilà, sur la période où on descend et on fait cette compétition. Vous commencez par quoi? Combien de temps ça vous prend et c'est quoi les différentes étapes par lesquelles vous passez? Alors une compétition de voile, ça dure, c'est quand même assez énergivore en temps parce qu'en fait ça dure sur 2 jours, les petites compétitions, on va dire, comme là le championnat de Méditerranée. Les championnats de France c'est sur 5 jours, les championnats du monde c'est sur 6 jours, donc c'est un peu plus long. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on essaie de venir un petit peu en amont sur les grosses compétitions, de s'entraîner sur zone 2-3 jours avant. Et après, on a les compétitions. Les compétitions, donc du coup, elles durent toute la journée. Ça peut être du matin en fin de journée. Et malheureusement, on est notre frein en fait ou notre accélérateur, c'est le vent. Donc des fois, on est amené à attendre à terre ou à attendre sur l'eau que le vent arrive et qu'il soit stable pour qu'on puisse lancer des manches. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est Ok. ça dépend vraiment des conditions météo Tout à fait. et de la présence ou pas de vent. Ouais, vous êtes vachement dépendant de la météo. Ouais, On est très dépendant de la météo. Donc s'il y a des journées il n'y a pas de vent, bah, on attend jusqu'à la fin de la journée que le vent se lève. Ok, pour rebondir un petit peu sur cet aspect préparation, Lucas et Sam, vous vous entraînez à peu près combien de fois par semaine, vous, au club? Je sais pas, Sam, Lucas, lequel veut commencer? Allez, Sam. Je vois depuis tout à l'heure, Lucas fait des petits coups de coude. Allez, Sam, lance-toi. Bah, moi, je m'entraîne une fois par semaine Ok. au club d'Aix. Et on fait à peu près, dans cette période-là, il y a à peu près des régates toutes les 2-3 semaines où on fait du coup les 2 jours Ok, ouais, c'est assez intensif. dans le sud. Ouais, c'est Ok. Et Lucas, toi, tu t'entraînes pareil une fois par semaine? Non, moi je m'entraîne 2 fois par semaine. Ok. Le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Ok. Et vous voyez quoi, les gars, en entraînement? C'est quoi votre routine d'entraînement quand vous y êtes? Ils osent pas répondre par peur qu'Hugo. Le matin, on prépare les bateaux, on se change et tout, et l'après-midi, on va naviguer. Est-ce que vous leur pas imposé, mais vous leur préconisez de faire un petit peu de préparation physique aussi, parce que j'imagine qu'en fonction des vents, si les vents sont plus ou moins forts, faut quand même tenir son bateau, faut être costaud. Est-ce qu'il y a une petite partie physique, ouais, que vous... Le laser, en fait, c'est un bateau qui fait 4,20 m avec une voile qui fait à peu près 4,7 mètres carrés. Et du coup, c'est un bateau très physique pour les jeunes. Et du coup, ils font aussi du physique à la maison. C'est-à-dire qu'ils ont une petite préparation physique à faire à la maison, à faire dans la semaine. Et du coup, ils font du physique à la maison. Et puis, on essaye, nous, période hivernale où on navigue un petit peu moins, du coup, de faire des tests physiques pour voir où en sont les jeunes, pardon. Ok, et là vous avez recommencé que à naviguer depuis septembre, ou vous avez commencé à partir depuis là janvier? Non, alors nous on navigue tout le temps. Ok. Même l'hiver en fait on navigue, même quand il neige on navigue. En fait en général avant on naviguait pas l'hiver et maintenant on navigue depuis 2-3 ans, on navigue l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait alors on fait pas des grosses naves, on navigue pas toute la journée comme maintenant on fait, mais on navigue que l'après-midi et on fait des naves de 1h30, 2 heures. Et du coup en général on a du vent, on a beaucoup plus de vent l'hiver. Ok, moi je vais juste rebondir sur l'aspect passion qu'on a évoqué au tout début avec vous, Hugo. Vous, Lucas et Sam, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la voile? On n'en a pas parlé en amont de l'interview au tout début. Qu'est-ce qui vraiment vous a motivé? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Moi, c'est mon grand frère qui a commencé à faire de la voile. Et je m'y suis mis et avec les sensations du bateau, de l'eau, j'ai direct accroché. Ok. Et avec les compétitions, ça l'a encore plus fait. Ouais, t'es un compétiteur, toi vraiment, c'est cet aspect compétition, performance, ça t'attire aussi? Ouais, c'est ça, c'est les sensations plus la compétition, c'est un combo qui marche bien. Ok. Et toi, Lucas, qu'est-ce qui te plaît dans la voile? Moi c'est pareil, c'est les sensations et tout ce qui est compétition, j'adore. Ok, vous parlez de sensations, mais ça, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le bateau? Est-ce que, Hugo le disait, on sent une sensation de glisse? Vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur vos lasers, comme on en a parlé? C'est une sensation de glisse, que tout va bien, tout est calme, un peu comme on vole. Ouais. Voilà.
Et Sam, toi, est-ce que c'est le même ressenti un petit peu? Ouais, c'est à peu près pareil. On est seul sur notre bateau, du coup, il y a que nous qui on peut se débrouiller tout seul, quoi. Une vraie sensation de liberté, en fait, quand vous avez ces moments un peu privilégiés pour vous, j'imagine, sur le bateau, seul avec vous-même. Ouais, c'est un peu ça. Hugo, vous, est-ce que vous les faites entraîner même dans des conditions un petit peu dantesques, entre guillemets, même quand il pleut? Est-ce qu'ils s'entraînent quand même? Alors nous, dans tous les cas, on s'entraîne tout le temps. Okay. En fait, qu'il pleut, même des fois s'il neige, on navigue. Et même des fois, en fait, tant qu'il y a du vent, on navigue. Ok. S'il pleut, qu'il n'y a pas de vent, on navigue pas. Mais s'il pleut et qu'il navigue, on y va. Par exemple, là, on fait un stage à la maison. Aujourd'hui jusqu'à jeudi. Et mercredi, on a vu c'est pas beaucoup de vent durant la semaine, mais mercredi, il y aura du vent parce qu'en fait, il y a des passages de grains. Donc, il y a de la pluie qui va arriver. Donc, nous, on aime plutôt ça parce qu'en fait, dans tous les cas, ça amène du vent. Ok. Donc, du coup, pour nous, s'il pleut mais qu'il y a du vent, c'est parfait. Ouais, justement, si je vous pose cette question, c'est pour rebondir avec Sam et Lucas. Vous, est-ce que ça vous embête pas un peu quand il pleut? J'imagine vous préférez quoi? Naviguer sous le beau temps, naviguer sous la pluie? Est-ce que il y a une condition que vous préférez? Bah forcément, on aime mieux quand il y a grand soleil, il fait beau, il n'y a pas de nuages, mais s'il y a du vent, ça va, quoi. Ouais, vous faites avec quand même. Sam, c'est pareil, même ressenti. Ouais, c'est vrai que s'il y a du vent, c'est plus simple, mais c'est vrai que le top, c'est du vent et du soleil. Alors pour parler, on a parlé un petit peu des prochaines échéances avec Hugo. Vous allez participer à quelle compétition à l'avenir, cette saison? Cette saison, du coup, il y a les championnats du monde et les championnats de France, voilà. Ok. Vous allez y participer tous les deux? Oui, c'est ça. Ok. Et excusez-moi, vous avez un objectif un peu particulier pour ça, ou ça va être une première ou pas pour vous? Championnat du monde, oui, pour tous les deux. Et championnat de France, non, on en a déjà fait l'année dernière. Et vous avez des objectifs particuliers sur ces compétitions-là? Est-ce que une première place, un podium, l'objectif d'aller là-bas pour se faire plaisir, découvrir de nouvelles choses? Championnat du monde, ça va être compliqué, podium. Ouais. Et, en gros, c'est en rond. Il y a 4 ronds, rond or, rond argent, rond bronze et rond émeraude. Et nous, on vise rond or. Ok. Est-ce que vous pensez, vous les sentez prêts, vous les sentez capables de faire de belles performances quand même, vous Hugo, qui les suivez au quotidien? Alors la saison, elle fait que commencer, mais disons qu'il y a plutôt des feux au vert pour faire une belle saison et aller jusqu'au championnat du monde, du coup, qui aura lieu à Volos. Okay. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la sélection pour le championnat du monde a eu lieu en février. Donc du coup, sur 5 jeunes du club, il y a 5 jeunes du club qui ont postulé pour aller faire le championnat du monde, et du coup, ils ont été pris pour aller faire le championnat du monde, qui aura lieu à Volos, en Grèce. Ok, ouais, donc de bons résultats toujours, et un bon pôle formation pour le club d'Aix. On va changer un petit peu de registre. On va parler de votre campagne de financement justement pour ces championnats du monde. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, cette campagne, à partir de quand elle sera mise en place, etc. Alors c'est une campagne de crowdfunding, c'est participatif en fait, avec sur la plateforme I Believe in You, qui a été fait grâce à Johan et Midi, qui sont en école en alternance et qui du coup organisent cette campagne de crowdfunding grâce à eux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la voile, donc c'est vraiment un budget, et pour partir au championnat du monde à Volos, en fait, c'est un budget de 15 000 euros à peu près. Parce qu'en fait, le déplacement est là pour 3-4 000 euros, parce qu'il faut amener un semi-rigide là-bas, il faut amener aussi les lasers là-bas, plus le logement, plus l'inscription. Une inscription à une régate comme ça, c'est 500 euros par jeune. Donc du coup, ça coûte relativement cher, plus aussi de l'achat de voiles, parce que mine de rien, les voiles, en fait, on en a 2-3 par saison. Et donc si on veut arriver prêt au championnat du monde, en fait, il faut avoir des voiles propres, des voiles neuves, pour pouvoir aller là-bas. D'accord. Et elle sera ouverte à partir de quand cette campagne de financement? À partir de quand les donateurs pourront? Et du coup, la campagne sera ouverte à partir du 17 avril, donc dans quelques jours. Elle sera ouverte à partir du 17 pendant un mois, avec des contreparties où certains pourront du coup venir sur les entraînements avec nous, ou aussi simplement avec un drapeau, une signature de tous les participants à la campagne de crowdfunding, avec une petite photo du coup au championnat du monde là-bas. D'accord. Et vous allez communiquer comment sur cet événement? Vous comptez à peu près en fait sur l'aide de quel genre de public? Alors on va communiquer sur les réseaux sociaux, puis sur les aides des réseaux, on va dire des familles, aussi du club. Vu qu'on a 400 adhérents, du coup on va essayer de s'appuyer sur ce réseau-là aussi, puis les réseaux des parents, et puis sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Et quel est votre objectif et combien de fonds est-ce que il vous faudrait pour pouvoir partir? J'imagine que le club va peut-être vous aider. Alors, le club va déjà aider en partie sur les déplacements, sur le coup aussi du coach, parce que mine de rien, un championnat du monde, c'est à peu près 6 jours de compétition, mais en fait, il faut partir. Il y a 2 jours de transport aller, 2 jours de transport aller, donc au retour. Donc on part le 19 et on va revenir le 1er août. Donc on part quasiment 15 jours. Ouais, ça fait donc le club prend déjà en partie une bonne charge, et après, nous on espérait récupérer 10, 12 000 euros sur cette campagne de financement. Et vous, Lucas, Sam, justement pour motiver les donateurs, puisque c'est en partie vous qui allez être acteur de ces championnats, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Lucas, il se délègue complètement de la question, il met des coups de coude. Sam ou Lucas, un des deux, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ou parler justement de ce vécu, peut-être leur dire que pour vous c'est une chance, c'est une belle opportunité, je sais pas, pour voilà, essayer de les convaincre. Ces championnats du monde, ça nous permettrait de vraiment progresser en niveau et faire encore une meilleure place sur le championnat national, le championnat de France, qui arrivera un mois après. Ouais, Lucas, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ça aiderait vraiment beaucoup financièrement, et puis ça nous permettrait de progresser énormément sur ce championnat, et par la suite faire de meilleurs résultats qu'année dernière au championnat de France. Vous, Hugo, pour vous c'est important que vos jeunes puissent justement aller à ce type de compétition et puissent être aidés justement pour, comme ils le disent tous les deux, ça va leur apporter un plus en termes d'expérience? Tout à fait, ça va apporter un plus en termes d'expérience. Puis là, ils ont la chance de pouvoir participer au championnat du monde par rapport à leur niveau. Donc du coup, faut pas s'en priver. Et puis la voile, c'est quand même un sport c'est un sport naturel, c'est un sport avec les éléments. Donc je pense que c'est un peu dans l'air du temps par rapport à ça. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, oui, c'est un sport qui pollue pas les espaces et qui conserve la nature comme elle est. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir pour échanger un petit peu là-dessus, sur cette campagne, sur vos résultats, sur vos performances et vos objectifs. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis pour nos auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à envoyer des dons à partir du 17 avril pour permettre à des jeunes comme Sam et Lucas de pouvoir partir faire leur championnat du monde. Exactement. Avant qu'on fasse une petite pause musicale, je crois qu'Adrien, tu voulais enchaîner avec une petite page football. Oui, je voulais d'abord commencer par parler malheureusement de la cruelle et très triste désillusion qu'Annecy, le FC Annecy a connue en Coupe de France. Là, sur cette saison, ça n'arrive pas souvent, mais notre club local, il s'était qualifié pour les demi-finales de Coupe de France et il était prêt à une marche finalement d'aller disputer cette finale au Stade de France. Malheureusement, ils sont tombés sur Toulouse et de façon, on va dire, assez cruelle. Ils se font éliminer 2-1 malgré des rebondissements, surtout au niveau de la fin de match qui était assez incroyable. Je sais pas comment toi tu l'as vécu ce match. C'était un beau match au vu de la deuxième mi-temps. Je pense que Annecy peut prétendre se qualifier. Après, sur le dernier but, il y a une erreur peut-être individuelle. Après, ça reste à définir. C'est le football, c'est cruel, mais en tout cas, il faudra rebondir rapidement parce que ce soir, ils ont match contre Valenciennes, un match important puisqu'ils vont affronter le 15e à 33 points. Ils sont à égalité de points avec Valenciennes. Ils vont jouer ce soir à 20h45. Donc, il n'y a plus la coupe. C'est dommage, c'est triste. C'était un beau match, c'était une belle aventure. Mais il reste encore la Ligue 2 et le maintien pas retomber en national. C'est ça, on avait vraiment l'impression que malgré le fait qu'on avait de la part des dirigeants la réelle volonté de pas lésigner sur le championnat et de pas relâcher les efforts pour assurer le maintien, tout simplement. Il y avait vraiment ce rêve dans la tête de tout ce groupe-là d'aller faire cette finale. Malheureusement, effectivement, ils avaient été assez solides et tenir le 1 partout jusqu'à un bon moment dans le match et cette erreur individuelle là en défense et c'est surtout ce but de Moïse Saïdion qui nous a fait espérer une qualif inespérée avec malheureusement ce but qui était hors jeu et on est passé par en fait toutes les émotions et cette équipe encore plus que nous, donc c'est triste à voir, mais on est quand même fiers d'eux. Ils ont fait un super parcours et on espère qu'on pourrait les revoir dès l'année prochaine refaire des belles performances en Coupe de France. Ah oui, c'est clair, non, c'était un très très beau match comme tu l'as dit, Adrien. Tu voulais enchaîner, je crois, avec un Chambéry et Aix. C'est ça. Ils vont pas tarder à se rencontrer. Ah oui, effectivement, oui, parce qu'ils jouent dans la même division. Donc pour le coup, c'est deux clubs qui sont un
peu plus dans le bas de leur championnat, donc de National 3. Pour Chambéry, ils ont été défaits ce 2 avril face à la réserve de Saint-Etienne. C'était 4-1. Donc toujours 10e du championnat de National 3. C'est plutôt bien parti pour se maintenir, même s'il reste des matchs. Donc faut garder le cap à Chambéry. Brex Football, c'est un peu plus compliqué. Ils sont 12e et encore une défaite là ce 1er avril face au JFA Rumilly-Vallière. Bon, eux c'est les premiers, donc c'était compliqué. Ils ont perdu 0-4 à domicile. 12e au classement. Ça va être compliqué, mais on leur souhaite bien du courage malgré tout, parce que ce groupe il a du potentiel et je suis sûr qu'ils peuvent aller chercher ce maintien, pardon. Oui, c'est clair. En tout cas, il y aura un beau match pour les passionnés de foot ce week-end, puisque Chambéry va accueillir Aix, justement dans le derby des Savoies à 18h à Chambéry. Donc pour tous les passionnés de football, allez à Chambéry ce week-end. Exactement. Rendez-vous au stade. C'est ça. On va se faire une petite pause musicale bien méritée, parce que c'est parti fort, et puis on se retrouve tout de suite après cette petite pause sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et on est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac. Adrien est toujours là, toujours en forme. Exactement. On a le vent en poupe. Alors on continue. Le même animateur, le même co-animateur et un nouvel invité. On accueille tout de suite Mathieu Sûr, qui est le créateur de Pilo Rosso. Il en dira plus après. Je le laisserai présenter le projet. Ça va, Mathieu, en tout cas? Ouais, ça va, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Alors, est-ce que vous avez, avant qu'on parle de votre application, de ce qu'elle propose, etc., est-ce que vous avez un petit passé de trailer? Oui, ça fait 5-6 ans que je pratique le trail et l'ultra trail. Pour le côté challenge et défi, c'est top. J'ai participé à quelques ultra trails, Lyon, Saint-Élion, la traversée des Belles Donnes, l'échappée belle. Et le dernier en date, c'est l'Ultra Trail du Haut-Gifre avec 130 km et 9000 de D+. Ouais, donc pas mal des beaux parcours quand même. Ouais. Alors, pour parler un petit peu de ce que vous avez créé Pilo Rosso. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une application, mais... Alors, Pilo Rosso, en fait, c'est une marque que j'ai créée pour vendre des programmes d'entraînement en ligne pour le trail. C'est de la PPG pour le trail, préparation physique générale. Et puis le rosso, en fait, ça veut dire cheveux roux en italien, et c'est comme ça que, pour la petite histoire, c'est comme ça que mon grand-père m'appelait. Et un jour, j'avais fait un selfie avec un bouquetin en montagne, et puis de là, ça s'est créé. J'ai créé un logo avec un bouquetin, et puis après, je me suis dit, tiens, si je me lançais là-dedans. Voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Ouais, donc il y a une jolie histoire autour de la création de cette marque. Ouais, voilà. C'est bien, il nous fait même le storytelling et tout, c'est génial. Alors, depuis quand est-ce qu'elle existe? Ça fait 4 mois qu'elle existe. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, ouais. Ouais, c'est en place depuis décembre là, dernier. Mais alors, comment on fait cette transition justement où on est comme ça, on est coureur, on pratique, on est passionné de ce sport et on se dit tiens, est-ce que je pourrais, pourquoi pas utiliser cette passion et justement pourquoi pas créer un business et faire quelque chose de supplémentaire sur un autre aspect de ce sport? Ben, ça m'est venu que je suivais quelques amis qui faisaient du trail. Donc là, j'étais de l'autre côté de la barrière, et puis je voyais un peu tout le monde qui faisait leur trail, et je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, parce que bon, je voyais des gens qui étaient fatigués, qui abandonnaient au bout de 20-30 km, et clairement, ils n'étaient pas assez préparés pour moi. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et puis voilà, j'ai lancé l'affaire comme ça. Ouais, donc c'est parti vraiment d'un constat personnel, de quelque chose que vous voyez souvent sur les courses. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous proposez parce que je crois qu'il y a un site internet, il y a une application, vous proposez des programmes, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors pour l'instant, on a mis en place un seul programme d'entraînement qui est vraiment la base dans l'entraînement en kettlebell, parce qu'on en reparlera un peu après. Et l'idée, c'est de se renforcer pour le trail, parce que le trail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du dénivelé, donc il faut pouvoir encaisser cette charge à la fois à la montée, mais surtout à la descente. Et souvent, les gens ne sont pas préparés à ça. Ils s'entraînent en courant le long du lac, en faisant un peu de dénivelé, mais ça renforce pas vraiment. En tout cas, on fait pas assez de force, proprement dit. Et c'est justement ces programmes d'entraînement, est-ce que vous êtes simplement sur l'amélioration et le perfectionnement des performances physiques, ou on est aussi sur l'aspect mental? Là, pour l'instant, on n'est que sur le physique, c'est vraiment de la PPG. Après, on peut discuter du mental, parce que souvent les gens me contactent via Instagram ou d'autres réseaux. Mais voilà, c'est que de la PPG pour l'instant. Ok, j'ai vu, vous faites aussi quelques petits articles nutrition. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Vous apportez des petits
corrections entre guillemets sur l'alimentation des coureurs pour qu'ils soient un peu plus performants? Alors sur le site, on retrouverait effectivement des articles pour c'est vraiment les bases de la nutrition ou de l'entraînement en kettlebell ou autre. Il y en aura plein d'autres. Mais après, si les gens veulent avoir vraiment un suivi nutritionnel, ils vont voir un nutritionniste. Moi, je les envoie là-bas. J'ai 2-3 contacts. C'est leur boulot, c'est pas le mien. Le mien, c'est de la PPG, c'est d'autres choses, mais pas ça, en tout cas. Est-ce que vous étiez coach sportif avant ou pas du tout? Juste, ouais? Ah oui, je suis toujours coach sportif. Oh, vous êtes toujours, ok. Ouais. Et du coup, cet entraînement en kettlebell, qu'est-ce que c'est réellement? Vous en avez parlé? Vous vouliez qu'on le développe un petit peu plus? Oui, voilà, c'est pour connaître un peu l'outil. C'est une boule en fonte avec une poignée sur le dessus, qui est complètement différent d'un haltère, puisque cette charge, elle est instable par sa fonction. Okay. Et c'est top, puisque on va travailler sur l'instabilité. Et quand on est trailer, on se retrouve dans des chemins, des caillasses, de la boue, c'est tout le temps instable comme chemin. Donc c'est tout l'intérêt de s'entraîner avec cette charge-là. Ah ouais, parce que la stabilité, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important en trail. Qu'est-ce qui est important justement pour performer, pour être à l'aise et pouvoir tenir sur la durée dans cette alors discipline? ce qui est important, c'est d'avoir une bonne résistance dans les jambes déjà, et d'avoir une bonne force au niveau du centre du corps. Je parle pas que des abdos. Une bonne posture, puisqu'à la fin, au bout de 160 km, on a tendance à avec le sac sur le dos, être un peu fatigué. Donc c'est tout ça qu'on va chercher à renforcer pour être plus économe à la course et moins se fatiguer et finir mieux les courses. Voilà. Est-ce que vos programmes ils sont accessibles à tous ou est-ce qu'il faut déjà un certain niveau de pratique pour pouvoir y accéder? Non, c'est accessible à tous. Ouais, il y en a pour du débutant. Après, c'est la charge qui va changer, celle qu'on utilise entre 8, 12, 16 kilos. Puis après, voilà, chacun son niveau. Tout le monde peut l'utiliser. Et qu'est-ce que vous nous prévoyez justement en évolution sur la suite pour votre marque? C'est quoi vos objectifs pour l'avenir? Les objectifs, c'est de créer un suivi sur le long terme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est sur 3 mois d'entraînement quand on prend le premier programme. Et puis après, c'est vraiment... Donc là, sur le premier programme, c'est les bases, savoir s'entraîner avec le kettlebell, connaître les mouvements de base. Et puis après, passer sur des mouvements bien plus spécifiques, rajouter un peu de pliométrie, ça c'est un peu plus spécifique avec le kettlebell. Voilà, c'est tout ce qu'on peut apporter derrière, avoir un peu plus de suivi, quoi. Et là, à l'heure actuelle, quel résultat vous avez obtenu avec votre marque au niveau du nombre d'adhérents qui font appel à vos programmes? Là, pour l'instant, j'ai un peu plus de 400 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Et puis j'ai une vingtaine ou trentaine de clients qui ont pris le premium. Et puis des super retours, je suis super content là-dessus. Ouais, donc ça a plutôt bien marché. Est-ce que vous attendiez à ce que ça marche aussi bien, aussi rapidement? Parce qu'en 4 mois, avoir 400 personnes qui ont déjà téléchargé l'application. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Après, j'ai le fait de suivre en entraînement Hugo Ferrari, qui est un ultra-trailer assez bien classé. Même il fait partie des meilleurs Français. Donc ça m'apporte beaucoup de visibilité, parce que les gens s'intéressent à lui, et puis ils voient qu'il s'entraîne avec moi. Donc forcément, ça aide un peu. Mais justement, Hugo Ferrari, vous l'avez choisi comme ambassadeur de la marque. Est-ce que c'était un choix logique vu que vous entraîniez avec ou comment ça s'est fait? Ça s'est fait quand je l'ai rencontré un soir autour d'une bière sans alcool. Enfin, je déconne, c'est pas vrai. Et puis on a discuté un peu de tout ça. Et l'idée, c'était de voir ce que je pouvais lui proposer dans l'entraînement, dans la prépa physique, sans lui vendre quoi que ce soit. Et puis il a accroché, il aime l'outil, il aime ma manière d'entraîner. Donc voilà, ça a matché et puis il l'utilise. Et puis là, il va participer à une course, la première course du premier trimestre de la saison 2023. Donc ça va être un peu le test quoi, voir si ça a marché ou si alors je le revois plus jamais. Non, on n'espère pas, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Je vous avais plus ou moins parlé de ses performances. Je sais que vous m'aviez dit quand on s'était au téléphone que vous vouliez parler un petit peu de ses performances que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça donne pour lui justement au niveau du trail? Là, il va se confronter aux meilleurs mondiaux. Donc il y a Jim Wamsley qui est un Américain qui va essayer de viser le top 3, voire la victoire. Lui, il va être, je l'espère, dans le top 3, top 5. C'est quand même, c'est du haut niveau, ça envoie. Ouais, ça envoie. Ouais, ça envoie. Et lui, il court sur longue distance, sur courte distance? Ouais, c'est de la longue distance. Okay. Lui, son truc, c'est l'ultra trail aussi. Ouais. Donc là, il vise, il participe à un trail en Croatie dans 4 jours. Un ultra trail 160 bornes et 6000 ou 7000 de D+. Et puis, il sera sur l'UTMB en fin août, qui est la course à Chamonix, la course mondiale que tout le monde suit. Voilà. C'est clair. Et pour revenir un peu plus sur l'application, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au départ de la marque et de l'application en général? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Non, parce que j'ai la chance de connaître un webmaster qui a vraiment bien géré ça.
Et le plus dur, c'était de faire les vidéos, de rentrer les descriptifs et de bien vérifier qu'on s'était pas planté en fonction des exercices. Mais voilà, sinon, non, j'ai pas de difficulté. Franchement, ça s'est bien goupillé, c'était top. Et puis les vidéos, donc là vous en avez parlé, c'est vous qui les faites tout seul. Vous êtes tout seul là pour l'instant? Alors sur Scalpel, sur le premier programme en fait, on l'a appelé Scalpel pour un peu côté aiguisé, aiguisez-vous les cuisses. Je suis avec un ami qui est préparateur physique pour athlètes de haut niveau à Nice. Donc on partage, on a fait le programme ensemble. Voilà, donc les vidéos, il y a à la fois moi et à la fois lui dessus. Ouais. Ok. Est-ce que ça pourrait se décliner à d'autres disciplines ou pas, ce genre de programme que vous proposez? Ouais, ça pourrait, ouais. Pour l'instant, on est resté sur le trail parce que c'était mon trip de basculer sur le trail, mais ça pourrait très bien aller pour quelqu'un qui fait du triathlon, quelqu'un qui fait du vélo, ça pourrait se décliner et ça peut leur apporter autant de choses qu'un trailer. Hein. Souvent, on reste sur l'endurance, on reste sur le fait de faire du dénivelé en courant ou à vélo, mais on est sur de l'endurance de force, on n'est pas sur de la force pure. Voilà. Et est-ce que la marque, elle est disponible dans toute la France? Tous les Français peuvent se connecter et y avoir accès? Ouais, alors c'est une appli web en fait, c'est pas une appli qu'on retrouve pour l'instant sur Play Store ou je sais pas quoi là. Ouais, tout ce qui est l'App Store, c'est ça, ouais. Ça. Donc c'est une appli web, donc il faut venir par le site ou par Instagram et on accède après, une fois qu'on a rentré l'adresse mail, à l'application, simplement. Ok. Et c'est disponible partout en France. Ok, ouais, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est top. Ouais. Et là, sur les 400 adhérents que vous avez touché toute la France déjà, ou est-ce que vous avez eu un ordre d'idée de où ça a j'ai plutôt bien vu fonctionné? Les derniers, je regarde un peu d'où ça vient. Donc j'ai Nantes, j'en ai même un de Belgique qui a pris le programme. Donc ouais, ça vient de partout, du sud, c'est top. Ouais, c'est top, ouais, vous avez réussi à cibler tout le monde. Ouais. Ok. Et plus du jeune, du moins jeune, au niveau... J'ai du débutant, vraiment. Il y en a un qui m'a contacté et qui m'a fait un super retour, qui a bien progressé au vu des résultats qu'il a fait sur les retests. Et puis j'ai des gens qui courent déjà, des gens d'ici, hein, donc ouais, c'est top. Et ce serait plutôt un objectif de pourquoi pas passer certains programmes, voire de traduire vos programmes et de passer pourquoi pas à l'anglais, toucher un public, je sais pas, américain, ou ce genre de choses? Ouais, c'est en réflexion, mais il y a tellement de choses à penser, mais ouais, j'y pense aussi, ouais. Ok. Et pour l'instant, c'est plutôt généraliste. Vous faites des vidéos, les gens peuvent se connecter, y avoir accès, ou est-ce que vous faites aussi des programmes un peu personnalisés? Vous appelez les personnes en fonction de leurs besoins et vous leur proposez un programme? Alors pour l'instant, je reste sur le programme Scalpel. Ouais. En gros, au départ, avant de commencer le programme, ils passent des tests et en fonction des tests, après, c'est comme ça qu'ils vont avancer dans le programme. Okay. Donc ça, c'est un peu individualisé quand même. Ouais. Et mais non, je reste pour l'instant sur mes coachings que j'ai parce que j'ai quand même mon boulot à côté. Oui, c'est sûr. Et puis sur Hugo que j'entraîne, qui demande du temps et sur le reste, voilà. Est-ce que vous trouvez quand même toujours le temps d'aller faire des courses malgré tout cet emploi du temps qui a l'air hyper chargé là? Ouais, alors je m'entraîne moins, mais l'idée cette année c'est de marquer des points uniquement pour l'UTMB 2024. Donc j'ai pas d'objectif de temps de course, même si c'est pour du perso et que je finirai pas un top 3. Mais voilà, donc là, je rejoins Hugo sur sa course, mais moi je ferai que le 70 km et 2000 de D+. Et voilà, l'idée c'est de marquer des points pour l'UTMB. Ouais, que je serai sûr de participer. Ça fait quand même des beaux objectifs, pardon, ouais. C'est clair. Et j'ai mangé ma question, Adrien. Je sais pas, franchement, moi je trouve ça quand même assez sympa, mais on voit de toute façon de plus en plus ces sportifs qui sont passionnés d'une chose et qui aujourd'hui se disent mais je sais pas, moi je vois les collègues ils ont des difficultés comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour c'est exactement la réflexion que vous avez eue, ouais, et elle est hyper intéressante en fait. Mais tu sais quoi, tu m'as redonné ma question, c'est très bien, merci Adrien. Non, je voulais vous demander au-delà, à part Hugo Ferrari, est-ce que vous avez déjà d'autres athlètes entre guillemets de haut niveau qui font appel à vous aussi, ou est-ce que c'est vraiment généraliste comme vous l'avez dit, des personnes de tous les horizons? Non, pour l'instant j'ai vraiment qu'Hugo Ferrari qui en tant qu'ambassadeur et en tant que personne que j'entraîne comme ça de haut niveau. Après j'ai des personnes qui galopent déjà comme moi, pas mal. Et c'est tout aussi intéressant, hein. Il n'y a pas que le côté athlète de haut niveau. Moi j'aime bien aussi entraîner tout le monde et voir que une personne qui part de pas grand chose, elle arrive à finir sa course qu'elle rêvait, hein, tout simplement. Ouais. Puis il n'y a pas que les ultra trailers de haut niveau qui peuvent rêver, donc voilà, non, c'est top. Ouais, on a posé la question à Hugo du CNVA juste avant. Est-ce que pour vous aussi c'était important justement de transmettre ce savoir et d'aider les autres à aller plus loin dans leur performance? Oui, c'est un peu ça.
Il n'y a pas que le côté performance, il y a le côté, c'est pour ça qu'on a lancé Scalpel avec le kettlebell, c'est surtout démocratiser l'entraînement en kettlebell parce que c'est un super outil qu'on peut facilement avoir à la maison sans dépenser beaucoup d'argent. Et avec ça, on peut faire vraiment plein de choses. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de s'entraîner, de leur proposer les bons mouvements, de la bonne manière de s'entraîner, tout en restant à la maison s'ils n'ont pas la possibilité d'aller s'entraîner, d'avoir un coach, d'aller dans une salle de sport, tout ça. Ok, j'y pense. Est-ce que ce serait pourquoi pas une possibilité que d'autres profils comme vous justement viennent proposer également leurs services et soit travaillent en collaboration avec vous sur les programmes que vous mettez en place, soit proposent des programmes transverses, d'autres types de programmes. Enfin, créer une espèce de communauté, j'ai envie de dire, de coachs ou en tout cas de préparateurs qui souhaiteraient apporter leur pierre à l'édifice. Oui, je suis en lien avec une connaissance, Nico Vandel, qui lui s'occupe plus de la partie course à pied. Donc ça c'est top. Comme ça, moi je reste focalisé sur ma PPG. Lui s'occupe de la course à pied. Une nutritionniste qui s'occupe de la nutrition. Comme ça crée un bloc où les gens peuvent venir à droite, à gauche et se dire tiens, moi j'ai besoin de ça. Ok, là ça a l'air intéressant. Hugo, il s'entraîne ici, donc la personne elle doit être assez câblé, donc je lui fais confiance. L'idée c'est d'avoir un pôle où les gens font confiance à qui ils font appel, tout simplement. Ouais. Est-ce que après on en a plus ou moins parlé, mais justement se réunir avec toutes les personnes que vous connaissez pour faire un seul et même bloc et faire grandir votre marque. Ouais, peut-être. Pour l'instant c'est pas, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais ouais, why not. Ouais. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être passé nous voir ce soir. C'était vraiment super cool. On n'a jamais eu de projet comme ça ou de personnes, de sportifs qui ont lancé leur propre marque. Donc c'est vraiment enrichissant et vraiment top d'être passé ce soir. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis si vous avez de l'actualité en trail ou autre ou avec Hugo Ferrari, que vous voulez revenir tous les deux, ce sera avec plaisir. Merci. Exactement, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On va se faire une petite pause musicale, Adrien, et puis on retrouvera on fera un petit tour d'horizon de toutes les performances de nos clubs locaux juste après. Et puis voilà, on vous retrouve d'ici 2-3 minutes sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et on est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac avec Adrien. Et on va faire, comme promis, un petit tour d'horizon de tous les résultats de nos sportifs et de nos clubs locaux. Exactement. Adrien, je crois que tu voulais commencer justement avec le rugby. Oui, un petit peu de rugby et le SOC Rugby Chambéry tout d'abord. On va évoquer leurs derniers résultats. C'était donc une victoire ce 9 avril. Ils se sont imposés, large victoire, 56-19 face au RC Suresnes. Donc toujours dans leur championnat en national. Ils sont 8e au classement actuellement. Donc pour la montée cette saison, ça me semble peut-être un peu compromis, mais ils sont sûrs de pas descendre, ça c'est clair. Et puis je voulais évoquer avec toi, maintenant qu'on a un petit peu de temps. Vas-y, on a du temps. Fais-toi plaisir. Le fait que l'année prochaine, le SOC, ils vont changer d'air, ils vont quitter leur ancien stade. Oui. Alors rappelle-moi le nom. Je l'ai plus. J'ai un trou. C'est pas bien grave. Mais ils vont avoir un nouveau stade juste derrière la piscine, c'est ça? À Chambéry, voilà. Ils vont avoir un grand stade qui va aussi servir, pourquoi pas, pour le foot, pour les grandes échéances, notamment peut-être la Coupe de France et tout ça, mais surtout ce sera pour le rugby et superbes évolutions en perspective pour ce club qui cherche à rallier la D2 et qui monte tout doucement vers l'élite du foot, du rugby français. Ouais, c'est clair. Je trouve ça hyper passionnant et ce serait cool que pourquoi pas on les ait en plateau pour nous parler de leurs projets sportifs et de leurs résultats à ce niveau-là. Donc Pourquoi pas, en tout cas s'ils nous entendent, s'ils nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Mais je crois que tu l'as visité en plus toi le stade, tu me disais, où tu y allais avec pas le stade le nouveau, c'est parce qu'il est pas, mais on y était là-bas et ils nous ont présenté leurs projets sportifs, on y était avec l'école pour le coup et c'est ton regard là-dessus. Ton petit regard là-dessus sur ce projet, sur ce. Ça a l'air, c'est solide en fait parce que c'est un club, ils nous en ont parlé, qui était pas très bien géré financièrement, passé un moment, et on va dire qu'une direction plus saine et plus fiable a repris le projet à bras le corps, et aujourd'hui c'est un club qui fonctionne très bien, qui marche très bien, qui est bien implanté en national et qui cherche justement à aller rallier
le professionnel français avec la D2. Et puis, c'est tout ce qu'on leur souhaite. De toute façon, ça semble bien parti. Surtout avec l'arrivée de ce nouveau stade. C'est clair. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à nos clubs locaux. Mais t'as fait une bonne pub, Adrien. En tout cas, j'espère qu'ils nous ont écoutés et qu'ils viendront à la prochaine. C'est ça. On va changer de ballon. On va passer du ballon ovale au ballon rond, mais pas avec le football. Je voulais parler basket. Exactement. On va parler un petit peu d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Magnifique, après leur magnifique victoire, donc au Phare, c'était face à Saint-Chamond. Grosse réception. Ça a fait plaisir à ce club-là qui a eu pas que des résultats positifs ces derniers temps et c'était plutôt une très belle soirée que cette victoire face à Saint-Chamond. Malheureusement, les Aixois, ils n'ont pas réussi à surfer sur ce succès pour engranger de nouveaux points importants pour le championnat. En effet, ils ont été défaits. Et c'était ce samedi 8 avril à l'extérieur face à Boulazac, 86-85. Ça c'est joué à rien. Alors là, c'est une défaite qui est cruelle. Je peux pas dire autrement. C'est jamais facile de s'incliner avec seulement un petit point d'écart en basket. Je sais pas ce que t'en penses de ce genre de match qui termine comme ça. Ouais, c'est dur. Surtout, je sais pas, j'ai pas regardé le match, donc je sais pas si Aix ont amené les débats ou pas. Mais en tout cas, c'est toujours cruel. À mon avis, ça a dû jouer sur un dernier shoot ou au buzzer ou sur quelque chose comme ça. Et c'est toujours cruel. Mais bon, on va garder en mémoire la belle fête au Phare. Tu y étais toi? Non, j'y étais pas, j'ai pas pu y être. J'étais occupé ce soir-là, mais j'ai vu les images et franchement, c'était, comme tu le dis, une très belle fête. C'est clair. En tout cas, ça permet à Aix-Maurienne de finir la saison sur une bonne note, parce que comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de bas, des hauts. C'était un petit peu les montagnes russes, inconstant, malheureusement, pour le club aixois. Donc, c'est plutôt qu'il puisse se reposer sur ces beaux souvenirs-là. Ouais, et en tout cas, on va garder ça en tête et puis on va enchaîner avec un autre sport co, le handball, Adrien. Exactement. On va parler de notre club local qui brille en première division française. Donc, ils ont eu malgré tout, après cette début de saison, début d'année civile 2023, fantastique en fait, avec aucune défaite, que des victoires à chaque fois. Le club était sur une lancée prodigieuse. Ils ont eu un coup d'arrêt lors de leur déplacement à Saint-Raphaël il y a quelques semaines. Donc on se disait, on savait pas trop comment le club allait réagir à ça. Est-ce que les résultats du coup allaient commencer à décliner un petit peu? Il n'en est rien parce que les Chambériens sont solides et se sont immédiatement remis dans le droit chemin. Ces deux dernières victoires, ça confirme leur bonne forme actuelle en fait. Et c'est notamment avec ce dernier succès en date. Et en fait, c'était face à leur poursuivant au classement, Nîmes, qui est actuellement 5e. Et ils sont allés les battre à domicile 36-31. Donc du coup ils conservent leur 4e place au classement. C'est solide de la part de Chambéry. Elle est vraiment en train de nous réaliser une superbe saison en fait. Ouais, c'est clair, la team Chambéry cette année ça cartonne. Ça faisait un moment qu'ils ont eu un petit creux pendant quelques années. Là ils repartent de plus belle et c'est vraiment plaisant d'avoir un club local à ce niveau-là en handball, surtout que Chambéry c'est un grand du handball français. C'est ça, c'est une terre de handball maintenant Chambéry, on peut clairement le dire. C'est clair, puis il y aura une belle rencontre une belle rencontre. Sur le papier, Chambéry devrait s'imposer puisqu'il se déplace à Istres jeudi à 20h et Istres est avant-dernier avec seulement 11 points, donc normalement ça devrait le faire et les Chambériens devraient continuer sur cette bonne série. On n'a pas trop peur pour eux maintenant, on sait de quoi ils sont capables et on les sent solides sur les appuis. C'est clair, en tout cas après le sport ça reste quand même un défi et tout est possible. Oui, bien sûr. Mais on va pas leur porter l'œil non plus. C'est clair, on va pas leur porter l'œil. Pour finir, tu voulais parler d'escalade, il y avait un bel événement à Chambéry. C'est ça, justement, donc le Chambéry Escalade dont on parlait il y a pas si longtemps sur cette même émission, il recevait les meilleurs grimpeurs européens pour la Coupe du Monde des blocs seniors. Donc chez les femmes, c'est Flavie Koho, la française, qui l'emporte devant Marina Boursikova, la slovaque, et Agathe Caillet, donc autre française, au pied du podium. Chez les hommes, c'est Michael Mawem et Léo Favot, tous les deux français qui terminent respectivement premier et deuxième, devant Jack McDougall, un anglais, du Royaume-Uni plutôt, c'est plus précis comme ça. Et donc Antoine Girard, par contre, c'était le seul grimpeur chambérien à participer à cette Coupe d'Europe. Lui, on le retrouve malheureusement 12e. Pas une performance, mais après je pense que c'était plutôt relevé comme compétition pour le coup, donc difficile de les voir plus haut. Mais c'est bien qu'un club comme ça à Chambéry accueille un si grand événement en escalade. Donc je trouve ça bien et j'avais envie de mettre le doigt dessus et de passer ma petite pub pour ça. Ton petit coup de cœur, ton petit coup de projecteur comme à chaque émission. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Adrien de m'avoir accompagné ce soir et d'avoir fait encore un petit tour d'horizon
très bon, comme d'habitude, comme à ton habitude. Tu as tout pointé, on a tout balayé et on a eu de super invités. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah oui, c'était une première fois pour moi. J'avais rarement vu, j'avais rarement évoqué la voile, donc c'est cool. Moi, on a pu regarder comme ça avant l'émission pour préparer et c'est un sport qui est hyper intéressant. Encore une fois, on a une terre et des lacs ici qui permettent d'avoir justement ces clubs qui se développent et qui forment de très bons jeunes. Ils sont encore en plateau, je les salue. Et justement, je trouve ça très bien et trop bien d'avoir pu les avoir ici en plateau. C'est clair. Et puis on n'a pas eu, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de sportifs aussi qui ont créé leur marque. Donc c'était hyper intéressant. Toi, du coup, là, après l'émission, moi, si j'étais trailer, en tout cas, je suis convaincu à 2000%. Si je souhaitais en tout cas step up et gagner du niveau et m'améliorer, j'achète, comme dirait l'autre. Et du coup, plus trail ou plus voile pour finir cette émission? Si tu devais choisir entre les deux. Je sais pas vraiment le pied marin, donc je vais dire plus trail, même si à tester, je serais pas contre. Eh ben écoute, on demandera à Hugo, vu qu'il est encore en plateau, s'il peut te faire une initiation et puis on fera ça. On fait ça en post-émission. On fera ça post-émission. En tout cas, merci beaucoup Adrien d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à tous nos invités d'être venus ce soir. C'était une très belle émission. Puis merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de 9-2-1 Parté. C'est ça, malgré le lundi de Pâques. Merci d'avoir été là. C'est clair. Et puis n'oubliez pas, pour les passionnés de trail, si vous voulez vous renforcer, allez vous mettre... allez acheter les programmes Pilo Rosso. Et puis pour ceux qui aimeraient aider des jeunes comme Sam et Luca à partir au championnat du monde de voile, la cagnotte ouvrira le 17 avril. En tout cas, nous on se retrouve dans 15 jours, le 24 avril, pour encore plus d'actu sportive. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Bonne soirée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.